Alors effectivement, je vous remercie de m'avoir invité depuis les confins du territoire éduin, parce que moi je vais vous parler d'un territoire au nord de l'Auvergne, donc on est un petit peu loin de chez vous, mais malgré tout en marge du territoire éduin. Ma première idée, c'était de vous faire un petit bilan général d'un projet de création d'autoroute qui traverse le département de l'Allier de part en part quasiment. Et puis je me suis rendu compte que ça faisait des petites présentations très succinctes des sites. Et donc finalement, je vais présenter plutôt d'une manière succincte le projet dans son ensemble, et je vais centrer mon propos sur la fouille que j'ai dirigée cet été. Vous verrez qu'il fait écho avec certaines des découvertes d'Autun. Donc pour vous tracer un petit peu le cadre du projet, cette autoroute A79 qui va relier Digoin à l'autoroute A71 est un projet d'envergure puisque cette route est la route la plus meurtrière de France, avec ses dizaines de morts réguliers. Et donc la route Centre-Europe-Atlantique traverse le département de l'Allier quasiment de part en part sur 88 km de long. Donc la mise en route du chantier d'autoroute est un peu particulière d'un point de vue archéologique puisqu'une grande partie de la route est déjà tracée, et donc on intervient assez peu sur des tracés neufs, mais principalement, vous le voyez, sur des zones d'extension, des bassins, des aires de repos, etc. Donc voilà en quelques chiffres les caractéristiques du projet. Donc une route qui fait 88 km de long, avec 57 ouvrages d'art, 21 communes traversées, 12 échangeurs. Bon, voilà, je passe un petit peu tous les détails. En ce qui concerne l'archéologie, 68 diagnostics ont été prescrits par les services de l'État, 61 ont été réalisés sur la totalité, ce qui représente quand même 227 hectares évalués sur la totalité du tracé. Et 17 fouilles ont été prescrites à la suite de ces résultats, j'y reviendrai dans un instant, et 15 ont été réellement réalisées à ce jour. Donc, sur la phase de diagnostic, le travail a été séparé en deux par les deux opérateurs habilités à réaliser ce type d'intervention, à savoir le service d'archéologie préventive du département de l'Allier et l'INRAP. Donc, vous voyez en bleu les opérations réalisées par le service et en rouge les opérations réalisées par l'INRAP. Donc on sait à peu près partager le territoire en deux, avec la jonction ici à Dompierre-sur-Bèbre, avec le service qui a réalisé la partie ouest et l'INRAP la partie est, avec une petite intervention de l'INRAP au milieu, au niveau du franchissement de l'Allier, pour deux raisons. Le service régional de l'archéologie avait prescrit une intervention subaquatique pour laquelle nous n'étions pas habilités. De même, il y avait de grandes suppositions de présence de sites préhistoriques pour laquelle nous ne sommes pas habilités non plus. Donc le service a réalisé 40 diagnostics, ce qui représente 153 hectares. Donc vous voyez, bon, vous lisez les chiffres de vous-même, je n'ai pas besoin de les commenter. Donc une opération très contrainte dans le temps, puisque l'aménageur Eiffage a 2 ans pour réaliser l'ensemble des travaux, y compris toutes les études environnementales et archéologiques à mener en amont. Donc autant vous dire qu'on a été bien poussé pour aller vite. Alors sur l'ensemble du tracé, 42 sites ou indices de sites ont été mis en évidence. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous ai mis quelques exemples, mais voilà, toutes les périodes chronologiques sont représentées. On retrouve des sites tout au long du tracé. Alors vous voyez dans la partie ouest, assez peu de sites ont été mis en évidence. Alors ça s'explique principalement par deux raisons. C'est d'une part, vous voyez qu'il y a les diagnostics réalisés sur cette tronçon-là sont relativement de faible ampleur, donc des surfaces assez petites d'intervention. Et puis on s'est retrouvé à diagnostiquer pour la plupart des endroits qui ont déjà été impactés par des travaux d'aménagement. En revanche, un gros noyau d'occupation qui était déjà connu et sur lequel je reviendrai dans un instant à Toulon-sur-Allier, et puis ensuite une régularité des sites d'occupation assez dense sur toute la partie est du tracé. Donc 17 fouilles préventives prescrites, comme je vous disais,
donc là également répartis un petit peu sur le long du tracé, donc qui couvre toutes les périodes chronologiques, depuis des périodes géologiques, hein, puisqu'une coupe géologique a été réalisée sur les bords d'Allier par l'INRAP, où des niveaux de moins 10 000 ans ont été mis en évidence. Et puis voilà, toutes les périodes chronologiques représentées avec la protohistoire, l'Antiquité et le Moyen-Âge. Voilà, donc maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet qui m'intéresse, pour vous parler de Toulon-sur-Allier. Donc un petit avertissement déjà, donc on est dans l'Allier, donc vous allez voir que par rapport à ce que vous connaissez sur la ville d'Autun, je ne sais pas si vous en rendez bien compte, mais vous avez des vestiges qui sont très bien conservés. Vous verrez que chez nous, c'est beaucoup moins le cas. Vous allez voir des vestiges beaucoup plus arasés, donc il faudra faire un petit peu d'effort d'imagination. Alors la commune de Toulon-sur-Allier, elle est connue anciennement pour ses occupations archéologiques et notamment pour ses ateliers de potiers. Et vous voyez sur ces différentes cartes, donc ici les différentes découvertes anciennes et les fouilles anciennes qui ont été réalisées jusqu'en les années 1980. Et depuis le développement de l'archéologie préventive, de nombreuses opérations archéologiques ont lieu autour de ces sites connus. Jusqu'à présent avec assez peu de succès. Et il a fallu la mise en œuvre de ces opérations de la RCEA, donc qui sont principalement le long du tracé ici, donc les opérations montent jusqu'ici, pour mettre en évidence de très nombreux sites, là encore de toutes les périodes, hein, donc vous avez ici en vert les sites proto-historiques, en rouge les sites antiques et en bleu les sites médiévaux. Donc vous voyez un maillage du territoire assez dense. Alors deux sites de potiers principalement sont connus. Le principal est l'atelier du Lary qui se trouve ici sur la carte. Les fouilles les plus récentes datent des années 1980. Le site a été découvert, comme bien souvent, à la fin du XIXe siècle. De nombreuses mentions relatent les différentes découvertes de céramique et de figurines notamment. Alors on connaît une dizaine de fours sur ce site, dont la plupart sont rectangulaires. Une thèse en cours de Flory Salvaya permet de réétudier un petit peu l'ensemble de ces données. Et le deuxième atelier sur lequel je vais insister un petit peu plus lourdement est celui de la Forêt. Alors lui, il est également connu depuis le XIXe siècle, où des mentions anciennes signalent la découverte d'un four et de nombreuses poteries et figurines. Il a été redécouvert à la fin des années 1970, en 1979-1980, au moment de la construction de la route de la RCE actuelle, hein, qui passe ici, où Hugues Vertet et Philippe B ont mis en évidence un bâtiment que vous voyez ici. Alors, je vous disais, hein, on est dans l'Allier, donc vous voyez ici les murs. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Heureusement, vous avez des ficelles pour vous aider à voir le tracé. Mais les murs chez nous sont constitués de quelques pierres. De temps en temps, quand on a de la chance, on a un parement, mais bien souvent, on n'a plus que quelques rares pierres qui forment le mur lui-même. Ce bâtiment a été malgré tout agrémenté de quelques probables niveaux de sol en terre cuite disposés à plat et d'une possible cheminée ou foyer, vous voyez ici avec un aménagement en arc de cercle. L'interprétation de cet ensemble par les fouilleurs de l'époque serait qu'on serait plutôt en présence des habitats en lien avec l'atelier de potier. Donc depuis le projet de création d'autoroute, donc la route actuelle passe ici. Donc là, vous voyez ici la représentation de la fouille des années 1979-1980. Et nous avons pu mettre en œuvre une fouille sur 6000 m² de part et d'autre de la route actuelle, de manière à circonscrire un petit peu l'atelier et les différents composantes de cet édifice, de cet ensemble plus exactement.
Donc je vais détailler un petit peu ces différents éléments, mais vous voyez qu'on a une vraie continuité de part et d'autre de la route, de l'occupation, avec des structures qu'on retrouve en continuité, évidemment, de part et d'autre. Alors sur la partie nord, on a pu mettre en évidence la présence de fossés d'enclos, dont vous avez ici une photographie. Donc vous voyez, ce sont des fossés qui sont très profonds, hein. Ils font pas loin d'1,50 m de profondeur. Ils sont assez larges. Alors on a un endroit, on a deux fossés côte à côte, donc ils ne sont évidemment pas contemporains. Ils sont deux fossés successifs. Et ils forment un probable angle avec ce fossé qui est ici, dont on voit bien l'angle à cet endroit-là. Donc vous avez une photographie ici. Donc de très nombreux fossés ont été mis en évidence. Tout cela dessine probablement une série de découpages parcellaires pour marquer les différents, alors, ou les différentes activités ou différents lots d'occupation. À l'intérieur de cet enclos principal, qu'on pourrait dire, un second bâtiment a été mis en évidence, perpendiculaire à celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on retrouve le même genre d'aménagement. Hein, donc vous voyez, on a en fait seulement 3 murs qui sont partiellement conservés ici. Et donc ces murs sont constitués, donc là on n'a plus évidemment que les fondations, qui sont formés d'un seul niveau de blocs de pierre qu'on appelle des blocs d'alliose. Donc ce sont des pierres qui sont assez ferreuses qu'on retrouve dans le coin, qui sont mélangées avec tout un vrac de ce qu'ils avaient sous la main, énormément de fragments de terre cuite architecturale, des fragments de meules, de la poterie, etc. Et puis sur ce mur, un petit lambeau de terre crue conservée, donc qui nous laisse percevoir l'architecture de ces bâtiments, qui n'étaient pas des bâtiments en dur, mais bien des bâtiments en matériaux périssables, dont seules les fondations étaient en pierre et ont été conservées. Vous voyez au sein de ce bâtiment une couche ici qui est très noire, je ne sais pas si ça ressort bien sur la photographie que vous avez à l'écran. Cet élément qui déborde un petit peu du bâtiment et sur lequel le bâtiment en pierre vient s'asseoir, pourrait être les fondations d'un bâtiment plus ancien, enfin pas les fondations, pardon, le niveau d'abandon d'un bâtiment plus ancien, qui contient énormément de fragments de terre crue qui ont été brûlés. Donc le bâtiment a dû connaître un incendie et le niveau a été ensuite étalé pour faire place à un nouvel édifice. Alors, on en est à ce stade, oui, je ne vous ai pas précisé, c'est que donc, la fouille s'est terminée en juillet. Donc, je vous présente les données brutes de fouille. On n'a même pas terminé le lavage du mobilier. Donc, évidemment, tout ce que je vous présente est à prendre avec beaucoup de réserve. Ce premier édifice, d'après les premiers résultats de terrain, pourrait dater du 1er siècle de notre ère, alors que le second édifice, comme les autres occupations connues sur l'atelier de la Forêt, pourrait plutôt dater des 2e, 3e siècles. Alors, à l'intérieur d'un autre potentiel enclos, ici, un autre bâtiment qu'on a pu percevoir grâce à un niveau d'abandon en tuiles, avec des tuiles effondrées en place que vous voyez ici, qui contenait notamment beaucoup de mobilier métallique. Donc vous voyez notamment ici une roue de chariot dont le cerclage métallique est conservé admirablement bien, avec le moyeu encore conservé au centre. Évidemment, toutes les pièces de bois ont complètement disparu. On a pu mettre en évidence des traces de réoccupation sur ce niveau-là, puisque des trous de poteaux et de probables ornières étaient présentes. Et une fois démonté ce niveau de tuiles, on a pu mettre en évidence au centre une probable zone de chauffe. Et puis, alors, je n'ai pas de photo très parlante, mais vous voyez tout autour une série de trous de poteaux qui dessinent probablement un bâtiment. Donc on peut supposer que le bâtiment en matériaux périssables était couvert d'une toiture en tuiles qui s'est effondrée et qui a été largement piétinée et récupérée. Alors pour l'instant, on n'a pas d'interprétation sur la fonction de cet espace. Alors on n'est vraisemblablement pas sur un four de potier,
mais on peut être en présence d'activités artisanales du métal, par exemple. On a beaucoup par ailleurs, sur le site de traces de scories ou ce genre de choses qui pourraient laisser supposer une activité métallurgique. Et puis, en bordure est de l'ensemble, une voie que vous voyez bien ici sur la photographie aérienne, avec toute une série d'ornières qui sont marquées. Donc une voie toute simple avec un simple niveau de cailloutis, de galets très dense disposé directement sur le sédiment sous-jacent et avec quelques ornières qui traversent l'ensemble. Alors côté sud, on suppose l'existence d'un atelier. Alors atelier dont il reste à définir précisément les caractéristiques. Alors on est évidemment au stade de l'hypothèse puisqu'on n'a pas pu mettre en évidence la présence de fours. Donc c'est l'élément qui va nous manquer pour être vraiment affirmatif. Dans cet espace, on a pu mettre en évidence un autre bâtiment composé de 3 murs qui forment un I que vous voyez, que vous devinez ici sur le plan. Des murs qui sont ici un peu mieux construits. Vous voyez un mur avec, pour une fois, un parement. On est content quand on trouve un parement par chez nous. Bâtiment, donc probablement ouvert côté ouest, côté est, pardon, avec un niveau de circulation qui vient pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Et probablement fermé côté ouest avec une succession de trous de poteaux qui laisse à supposer également qu'on avait un bâtiment en matériaux périssables qui devait accueillir peut-être des activités liées à la fabrication de poterie. Et on a retrouvé notamment un fragment de sol en terrazzo avec des limites bien nettes. Donc on se demande si cet ensemble qui est très localisé ne pourrait pas être les fondations d'un lieu en lien avec la fabrication des poteries, quelles qu'elles soient. Et puis dans la partie est du bâtiment, plusieurs fosses assez similaires à celle-ci qui contiennent de l'argile blanche. Et puis là, donc, vous voyez un aménagement, c'est la seule, avec un aménagement de tuiles disposées à plat sur le fond. Alors plusieurs structures ont livré énormément de mobilier archéologique, principalement céramique et de figurines. Donc une grosse fosse ici, que vous avez ici en photo, qui livre un ensemble très remarquable de céramique et de figurines. Vous voyez ici une déesse mère. Également un probable fragment de chaussure matérialisé, conservé par les clous de chaussures qui étaient encore agglomérés entre eux. Un fossé qui semble délimiter l'ensemble au sud et à l'ouest, dont un des tronçons a livré un très grand lot de figurines notamment et de céramique également. Et puis en bordure ici, un puits dont vous voyez le comblement ici, qui a livré également plusieurs éléments. Et puis en bordure est ici de l'emprise, 2 fossés parallèles qui font probablement le pendant des 2 fossés dont je vous ai parlé tout à l'heure côté nord. Donc voilà un petit aperçu des figurines qu'on peut retrouver. Donc toutes ces figurines proviennent du fossé sud. Donc on retrouve évidemment les déesses mères et puis les Vénus qui sont les 2 représentations les plus classiques, mais quelques éléments assez représentatifs différents, comme cette probable divinité de l'abondance. Vous avez ici une petite épona, un mouton, un cheval, etc. Et puis de nombreux moules ou fragments de moules ont également été retrouvés avec certains moules signés. Pour l'instant, on n'a évidemment pas de relevé exact, mais je peux citer par exemple le choroplaste Sextus qui semble bien représenté.
Et puis ce moule, ce valve arrière de Vénus qui porte sur l'autre côté une représentation stylistique d'une grappe de raisin avec la feuille de vigne rattachée, qui semble assez intéressante. Alors je reviens côté nord, mais plutôt au nord-ouest, là où deux éléments intéressants sont également à signaler. Nous avons ici deux fossés parallèles, espacés de 6 mètres environ, qui pourraient être les restes d'une voie romaine. Alors cette voie qui relie Nevers à Varennes-sur-Allier est documentée depuis les années 1980. On sait qu'elle passe à Toulon-sur-Allier à peu près dans le passage de notre opération de fouille, mais on n'en connaissait pas le tracé exact. Et en reprenant un relevé LIDAR qui a été réalisé il y a quelques années, on découvre une trace ici qui est bien visible sur ce relevé, qui se dirige justement vers la zone de fouille et justement vers ces deux fossés. Et on retrouve ensuite cette voie plus au sud. Donc toute la partie centrale ici a été complètement perturbée, alors pas uniquement par les travaux de la route, mais a été perturbée anciennement. Et on la retrouve plus au sud. Donc on peut supposer que ces deux fossés pourraient être les fossés bordiers d'une voie dont le niveau de circulation a été totalement arasé. Et donc en bordure de cette voie, à quelques dizaines de mètres, un ensemble funéraire qui a été mis en évidence dès la phase de diagnostic, avec une fosse qui a livré un corpus céramique tout à fait caractéristique des ensembles funéraires, liés à des rejets de crémation, avec des céramiques parfois miniatures qui sont souvent brûlées. Alors la fouille n'a pas permis de mettre en évidence beaucoup plus d'éléments, mais on a par exemple cette belle céramique brisée en place, mais installée dans un coffrage de tuiles, qui pouvait accueillir éventuellement les restes d'un enfant, dont évidemment nous n'avons retrouvé aucune trace. Et donc juste pour terminer, pour vous signaler que ce projet de fouille, donc la fouille dont je vous ai parlé, se situe complètement au sud de l'image que vous voyez ici. Nous avons intégré s'intègre également dans un projet de recherche que je coordonne avec mon collègue Franck Chaléa, sur les agglomérations, l'évolution des agglomérations dans la basse vallée de l'Allier. Et nous avons réalisé cet été toute une série de prospections géophysiques. Donc là, vous voyez l'emprise de toutes les zones qui ont été prospectées. Et voici les différents résultats. Alors je passe évidemment très rapidement, mais un certain nombre d'anomalies pourrait révéler la présence éventuellement de ce qui pourrait être interprété comme des fours, puisque c'est bien la question qui nous sous-tend depuis toutes ces années, c'est où sont les fours de la forêt. Donc pour l'instant, pas de réponse, mais en tout cas des pistes de réflexion intéressantes, et nous allons poursuivre ces investigations, je pense, dans le cadre de ce projet dans les années qui viennent. Voilà, je vous remercie de votre attention.